Bonjour et bienvenue à l'émission Qu'en pensez-vous? Notre émission où on analyse l'actualité régionale, nationale et internationale à chaque semaine. Pour cette semaine, la semaine du 26 décembre 2015. Et comme à chaque semaine, j'ai toujours un panéliste renommé. Cette semaine, M. Jules Simard, éditorialiste chevronné du Nouvel Hebdo et journaliste et grand amateur d'actualité. Bonjour Jules. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? J'en profite de te souhaiter, de même qu'aux téléspectateurs, une très bonne année 2015. Moi, c'est ma première, première émission, alors j'en profite donc pour par la même occasion. Une bonne année et je vais te souhaiter de réaliser un rêve que tu n'as jamais fait dans ta vie. Et ça, c'est dans le correct, hein? Ah ouais. Ça devrait être... oui, je vais y penser. OK. Puis, Prêt à te lancer dans l'actualité? Hein? Oh, oui. Oui, c'est bon. Et c'est parti! Actualité régionale, on commence par la fin, je mets un point d'interrogation, la fin de la route des 1001 histoires. Est-ce la fin de la route des 1001 histoires? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on en est rendu là, en fait? En fait, est-ce que c'est la fin? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a actuellement un arrêt, c'est-à-dire que cette année, il ne devrait pas y avoir de présentation d'un spectacle comme on est habitué de les voir dans le cadre de la route des 1001 histoires. C'est une information que nous avons eue et qui a aussi été confirmée par le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Richard Hébert. Ce qui est important de souligner, c'est que, en fait, ce qui serait invoqué et ce qui est invoqué actuellement par le conseil d'administration de la route des 1001 histoires, c'est le fait que la municipalité retire son aide financière qu'elle accordait chaque année dans le cadre de la présentation de la route des 1001 histoires. On comprendra qu'un partenaire majeur comme ça représente là, un handicap sérieux à la présentation de ce spectacle qu'il y a. Mais, en tout cas, j'ai plusieurs questions, là. Tu sais, quand on pense, par exemple, au Festival du Conteur, qui, à un moment donné, a pris une pause aussi, puis finalement, on la reverra peut-être pas. Est-ce qu'on risque de revoir ça? Deuxièmement, pourquoi la Ville retire, qui a toujours participé, pourquoi décide du jour au lendemain d'arrêter de retirer? Selon ce qui a été un peu donné par le maire, c'est que les orientations de développement touristique à la ville de Dolbeau-Mistassini s'orienteraient sur d'autres types d'activités. OK. On ne les connaît peut-être pas tous. On sait qu'il y a une thématique sur laquelle on veut orienter le développement touristique, c'est-à-dire celui du Bleuet. Pas juste la question du festival du Bleuet, mais on veut orienter peut-être une thématique un peu plus sur le Bleuet. Est-ce que dans ce cadre-là, une activité qui était produite par la route des 1001 histoires sur la thématique du Bleuet ne pourrait pas se refaire? Fort probable. Ouais. OK? Et là, il s'agit de voir quel pourrait être le projet qui pourrait être mené. Mais ce qui est important de voir, c'est que, tu sais, le concept, et tu en es un témoin privilégié, là, le concept qui avait été mis de l'avant, qu'on le veuille ou non, par Jimmy Doucette, dans la présentation des 1001 histoires, c'est-à-dire un spectacle extérieur utilisant comme décor l'extérieur et faisant en sorte que les spectateurs soient appelés à se déplacer pour pouvoir participer, parce que le spectateur était aussi partie prenante dans ce spectacle-là. C'est un peu ce que je trouve dommage, moi, qu'il soit abandonné. Okay. En fait, c'est abandonné depuis que Jimmy a quitté. A quitté, lui aussi. Je veux dire, on sait que l'année dernière, et il y a 2 ans, la présentation des spectacles était, je veux dire, la première année, on ne veut pas être méchant en disant ça, mais le spectateur était assis devant une scène et il se faisait manger par les mouches, les maringouins. C'est un peu une des problématiques aussi qui est arrivée sur ça. Alors que quand on était en déplacement, les mouches, on les voit pas avant qu'ils nous retrouvent. On était déménagés de place. Alors ça, c'est un phénomène là
qui s'est passé, là? Est-ce que la formule que Jimmy avait mis de l'avant, où effectivement le déplaceur était appelé à se déplacer, ça n'existait plus. Ouais. La formule déambulatoire. Puis là, on est quand même passé d'attirer 10 000 personnes dans une unité à arrêter en 3 ans. Là. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a eu à un moment donné une idée d'abandonner la formule que Jimmy Doucette avait mis, qu'on le veut ou non, de l'avant, cette formule-là d'un spectacle éclaté. Je pense que ça l'a aussi... Puis il ne faut pas oublier une chose, qu'on le veuille ou non, là, Jimmy Doucette avait quand même un public qui lui était aussi sympathique et proche et qui était originaire d'ici. Or, là, quand on a décidé de retirer cet auteur et ce metteur en scène et ce comédien de la présentation du spectacle, on a aussi perdu des spectateurs. Fait que selon toi, c'est un mauvais choix d'avoir poussé Jimmy Doucette vers la porte, en fait. Là. Parce qu'on ne se mentira pas, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Fort probable qu'effectivement, on a voulu faire un spectacle grandiose et, il a coûté de l'argent, et 2, ça n'a pas porté réponse là, par rapport au concept de base là, qui avait été mis de l'avant par Jimmy. Qu'est-ce que la population perd aussi avec la route, selon toi? Là? Parce que je veux pas, ça commençait, ça faisait quand même quelques années que ça fonctionnait. Là. Moi, je pense, je l'ai écrit aussi, je pense que ce qu'on perd, c'est la présentation d'un spectacle estival qui pouvait devenir attractif au niveau touristique, qui nous permettait de nous identifier aussi comme milieu, même si aujourd'hui on dit « Ah, c'est le Bleuet qu'on devrait mettre comme identificateur ». Il reste que c'était les gens d'ici que l'on retrouvait sur la scène, de l'histoire d'ici que l'on retrouvait sur la scène. Et je pense que c'est ça que nous perdons véritablement, c'est-à-dire une activité attractive, originale, qui se retrouvait pour la présentation d'un spectacle. Parce que la réalité aussi, il faut le dire, c'est que quand on est dans un déambulatoire extérieur de nuit, ça peut attirer plus de gens de l'extérieur qu'un spectacle assis devant une scène ou dans une salle, parce que ça, on retrouve ça partout. On peut le retrouver, c'est ça. Et ça permettait... il faut pas oublier, c'est que tu avais aussi l'original. Écoute, on fait le processus que Jimmy fait se retrouve, entre autres, encore à Saint-Eugène. OK? Ça a très bien marché. Et se retrouve peut-être moins à Notre-Dame de l'Adorée, au Vieux-Moulin, peut-être un peu moins. À Saint-Fulgence. Oui, c'est ça. Or, ce principe-là de faire du théâtre où c'est le spectateur qui se déplace puis qui découvre aussi les sites dans lesquels on est appelé à se déplacer, fait en sorte que, oui, la formule, c'est une perte, je pense, pour le milieu. Et on le reprend ailleurs, et ce qu'on reprend ailleurs, réussit à attirer. OK, parlant d'une autre fermeture de boutique à Dolbeau-Mistassini, on parle beaucoup en fait, on perd des boutiques et des fermetures. Est-ce que c'est un problème d'achat local? Est-ce que les gens n'osent plus acheter à Dolbeau-Mistassini ou qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait cette semaine-ci, dans l'édition de cette semaine, effectivement, on a réussi à interviewer à tout le moins 2 acteurs importants, le président de la Chambre de commerce et celui de la SILAC, centre-ville, qui est là-dessus. Pour le président de la SILAC, la problématique repose dans le fait que les consommateurs ont moins d'argent qu'il y en avait dans leur poche en raison du fait que ça, c'est une réalité. Quand le gouvernement a eu passé, il nous en reste moins. Donc, s'il nous en reste moins, on consomme moins. Si on consomme moins, les commerces, à un moment donné, se disent j'ai pas suffisamment d'achalandage pour faire assez. Et voilà. Et les gens vont chercher... ça, c'est un de ces points. Et l'autre point qu'il dit, c'est qu'on assiste, qu'on le veuille ou non, à des changements d'habitude d'achat chez les consommateurs. Et nous aussi, on l'a, ça. Alors, c'est comme il dit, dans le domaine du vêtement,
ce que l'on retrouve, c'est que les gens, au lieu d'acheter, entre guillemets, une guenille, comme on disait, ça, tu peux le retrouver assez facilement en allant sur Internet puis avoir te le faire livrer. On va plus rechercher des vêtements de marque. Okay. Donc, il faut que tu aies ces vêtements-là qui sont à la mode et en demande. Donc, il faut que les commerçants établissent leur inventaire en fonction de marques au lieu de mettre des quantités pour dire on a un choix. Bien, le choix aujourd'hui se retrouve dans les marques. Alors, lui, les autres, ils expliquent donc par le changement d'habitude. Pour le président de la Chambre de commerce, lui, ce qu'il soulignait, c'est que les habitudes d'achat sont aussi reliées à cela, mais de plus en plus, les gens achètent avec le web. On magasine à partir du web. Or, si toi, ta boutique, et même si c'est ici à Dolbeau-Mistassini, n'est pas sur le web pour pouvoir être en mesure d'acheter, je vais dire, je vais aller sur un autre magasin qui est lui là et qui me fait la livraison et qui me l'amène chez moi, moyennant fort probablement un coût plus élevé, mais pas nécessairement. Et parce que ce qu'on nous dit, c'est que le commerce aussi de détail, mais le commerce avec ce qu'on appelle les grandes surfaces, fait en sorte que si tu ne le retrouves pas ici dans ton milieu, tu es capable de pouvoir aller le chercher ailleurs. Non, puis la réalité, c'est comme tu as moins d'argent, tu es moins porté à faire de l'achat local qui est souvent plus cher un petit peu, mais qui est meilleur pour l'économie du coin. C'est ça, en fait. Mais quand tu n'en as pas d'argent, c'est sûr que tu vas chercher à aller voir les grandes surfaces. Donc, les autres, ce qu'ils soulignent aussi, puis c'est peut-être là-dessus qu'on a des pistes de solutions, là, c'est que pour il faut que le commerce de détail, localement, soit davantage spécialisé. Donc, spécialisé en termes de marque ou spécialisé aussi en termes de produits et d'achalandage pas d'achalandage, mais d'une variété de produits qui sont plus technologiques, à l'avant-garde, des nouveautés. Ouais. Or, ça fait en sorte que toi, ton inventaire dans ton commerce, dans le département dans lequel tu es, il va falloir que tu le spécialises et que tu aies besoin de la vente conseil. C'est-à-dire que ton produit, le vendeur ou la vendeuse, quand il te le vend, il est capable de t'informer dessus, il est capable, et tu es même prêt à payer un peu plus cher pour l'avoir, mais parce que tu en connais les spécificités et que tu en connais les avantages pour pouvoir être en mesure de le faire. Alors, ça ne devient plus juste une question de prix, mais là, tu vas pouvoir bénéficier. Puis mais c'est une réalité aussi. Si tu arrives dans le commerce, tu veux quelque chose, puis ils ne l'ont pas, tu vas aller voir sur le net. C'est ça, tu vas vouloir aller le chercher ailleurs. On le veut tout de suite, là. Exact, OK. Alors, ça te permet localement. Donc, je pense qu'on va assister, nous aussi. On est auprès, je veux dire, c'est un phénomène mondial, là, la question du commerce de détail avec le web. Pour Camille Vézina de la SIDAC dit, il faut faire attention avec ça, l'achat sur le web. Et ça représente, il dit seulement que 4 de tous les achats qui se font. OK? Alors, tu as 96 qui se font encore soit en boutique ou soit encore dans le commerce direct. Alors, il dit, est-ce que ça ne veut pas dire pour lui qu'il n'y aura pas un achalandage plus grand avec le web, mais ça veut dire qu'on a encore besoin de ce contact entre le vendeur ou la vendeuse et le client pour pouvoir être en mesure de justifier que oui, le commerce local a encore une place, a encore sa place dans le marché de la consommation. Je suis d'accord avec ton point de vue, mais je remets en doute la statistique de 4 veut dire, au global, la statistique demeure vraie. Ouais. Au global. Sauf que si tu me dis, est-ce que dans le commerce du vêtement par rapport... C'est sûr que pour un supermarché, ça ne montrera jamais. Je veux dire, il faut aller faire... c'est ça. Il va falloir que tu ailles quand même le faire. Là. Puis ça représente quand même sa consommation directe. Ton épicerie représente quand même un bon point. Mais indépendamment de ça, il reste fort probablement que si tu veux t'acheter un VTT, tu peux le faire via le web. Mais pour pouvoir te le faire livrer, il va falloir que tu ailles peut-être aller le chercher ou des choses comme ça. Alors, le commerce demeure quand même là. Mais tu vas faire un magasinage parce que tu peux aller te chercher de l'information sur le web par rapport aux produits que tu vas aller chercher
Ça, tu as cette disponibilité. Et après ça, tu dis, où est-ce qu'il est disponible? Eh bien, si tu te rends compte qu'il peut être disponible localement, pas loin de chez toi, bon, bien, je veux dire, tu vas aller le chercher où tu vas retourner. Mais il reste que c'est préoccupant. Parce que moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'à la fermeture de ces boutiques-là que nous avons actuellement, ce qui fait en sorte que le choix devient de plus en plus restreint en région sur la disponibilité des produits. Alors ça peut finir qu'à faire, tu sais, on se fait mal à nous aussi, comme consommateurs, en n'encourageant pas et en faisant en sorte que ces boutiques-là. Et ça restera toujours le principe de l'achat chez nous. Oui, si tout le monde achète ici, les prix vont être meilleurs puis il va y avoir plus de diversité. Et aussi, tu vas avoir plus d'emplois. Ben oui. Donc, si tu as plus d'emplois, tu fais courir un peu plus l'économie locale. Tu sais, je veux dire, c'est la chaîne là-dessus. Alors, c'est pour ça que ça devient préoccupant, la fermeture de boutiques à laquelle on assiste actuellement. Mais je sais que le président de la Chambre de commerce disait, on n'a peut-être pas fini d'en voir de la fermeture de ces boutiques-là. Et ça va devenir plus que préoccupant. Là, ça peut devenir même problématique pour s'approvisionner. Et il faut aussi que les entreprises se mettent aussi de plus en plus sur le web, parce qu'on voyait qu'en région, il y avait une lacune à ce niveau-là. En tout cas, continuons avec des fermetures. Porte ouverte sur le lac. Fermeture temporaire. Oui, je disais ce matin que le gouvernement va en fait verser 90 000. Pourquoi on a besoin de porte ouverte sur le lac, Jules? C'est un organisme d'intégration pour l'immigration, pour pouvoir faire en sorte que des gens qui sont à l'extérieur puissent s'intégrer plus facilement dans notre collectivité. Peuvent compenser pour le déficit démographique, peuvent ramener des gens de l'extérieur, puis les aides à s'intégrer dans ce qu'on est. Les aides à s'intégrer, c'est ça, ça représente une façon d'accueillir chez nous les gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même une société assez fermée et que, oui, on peut avoir besoin, on a besoin d'immigration, mais nous avons aussi besoin d'aider ces gens-là à s'intégrer. C'est pas facile d'arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, tu débarques de, je sais pas moi, et là, tu arrives ici, on est tissé serré, comme on dit. Oui, c'est ça. Ça représente pour ça que ce type d'organisation-là est un élément un peu plus facilitateur. Où il faut faire attention, par exemple, c'est que l'organisme peut aussi entrer dans la catégorie de fait des ghettos. Je m'explique. Ouais. Je m'explique. C'est-à-dire que, oui, tu favorises les gens qui proviennent de l'extérieur et même de pays extérieurs à venir s'intégrer dans la collectivité, mais ça se fait aussi entre ce même groupe-là. Oui. C'est-à-dire que les activités sont souvent les gens entre eux autres. Bon, oui, on vient de connaître un tel, OK, on va continuer. C'était peut-être pas nécessairement l'intégration dans la société d'origine d'accueil. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Mais je suis sûr qu'ils sont préoccupés par ce phénomène-là, mais c'est le vice dans lequel on peut peut-être aussi tomber. On va leur souhaiter que ce soit juste temporaire, qu'ils aient leur budget. Oui, parce que, oui, comme on dit, c'est nécessaire, je pense, d'avoir de ce genre d'activité, d'organisation-là pour assurer une meilleure accueil. Parce que, qu'on le veuille ou non, la venue de personnes qui proviennent de l'extérieur, de la région, c'est nécessaire aussi pour assurer notre développement économique. Ben oui, clairement. Lockout chez les concessionnaires automobiles, me semble que ça fait, j'en parle à toutes les 2 semaines, mais sauf que là, il y aura une nouvelle offre de déposer. Là. C'est donc bien compliqué, se parler, s'entendre. Moi, ça me fait capoter. Je considère, là, je ne veux pas prendre parti, là, mais qu'il y a de la mauvaise foi et des deux côtés, mur à mur. Il y avait un problème de base chez les concessionnaires par rapport à l'application de leur service de mécanique. Qu'ils étaient, je vais donner un exemple, là, avec ce qu'on m'a raconté, leur marque. Tu sais, ça arrivait souvent de fois que le vendredi après-midi, mais tu n'avais pas de mécanicien dans ton garage. Alors, c'est quoi qui se passe le vendredi après-midi ici chez nous? Les forestiers qui descendent et qui avaient besoin de faire des réparations à leur véhicule. Et la réparation devait attendre au lundi, mais lui, le lundi,
ils repartaient dans le bois, là, Ouais. pour faire... Alors, ce genre de phénomène-là, ce qu'on voulait, c'est éviter, donc avoir recours à des services de mécaniciens. Tant que tu pouvais être en affaires pour pouvoir le faire. Ouais. Alors, on m'explique que c'est un des problèmes, là, parce que... Bien, je pense que ça se comprend. Maintenant, eux, ils ont négocié des ententes, je veux dire. À un moment C'est donné, ça. Il faut qu'il y ait... Ils ont créé leur forme. propre problème, à quelque part. Là. Je pense que oui. Je pense que l'application, là... mais il reste que c'est quand même dommage de voir que l'on reste campé sur nos positions. C'est le pire modèle. Sans vouloir, c'est ça, sans vouloir regarder ou se dire, bon, ben oui, il y a des solutions. On ne semble pas vouloir, en tout cas, à ce qu'on connaît, on n'est pas assis à table de négo, là, mais il ne semble pas y avoir on ne veut pas lâcher du lest sur ces acquis de fonctionnement qui d'un fait en côté et de sorte l'autre, il y que... a un énorme manque de C'est respect ça, aussi c'est ça. envers les Donc, autres. on s'est dit, OK, c'est correct. Tu peux faire. Parce qu'on a tous eu, et je dis bien, nous avons tous eu des problématiques avec nos véhicules reliés à ce conflit-là. C'est-à-dire, moi, je sais que personnellement, en tout cas, j'ai eu 2 bris et, les 2 bris ont été réparés. Ils sont entrés, comme on dit, chez garantie puis tout ça. Mais ça ne s'est pas fait dans le garage du concessionnaire. OK? Donc, puis à un moment donné, le concessionnaire dit « Ah, écoute, il y aurait peut-être un autre véhicule. » Ben, je dis, tu lui dis, écoute, là, règle donc ton problème, là, puis on verra après. Je comprends pas pourquoi que le modèle qui est appliqué à Alma ne pourrait pas être applicable partout, en fait. Les gens qui veulent... Quand on veut s'entendre, on est capable. Mais là, je pense qu'il y a vraiment énormément de mauvaise foi. Imagine quand ça va se régler, l'ambiance qu'il va y avoir dans les garages, ça va être dégueulasse. Ben oui, tu sais, je veux dire, ça va être aussi pire que c'était avant pour régler les problèmes qu'on voulait mettre de l'avant. Parce que là, tu n'auras... Tu sais, tu as une forme de climat de... Il faut que tu aies une forme de climat de confiance entre un employeur et ses employés sur la façon de fonctionner. Et ça, il me semble qu'actuellement... On est loin de ça. On est... puis en plus, je veux dire, on vient d'avoir le record. On détient maintenant un nouveau record dans la région, celui du conflit le plus long. C'est pas nécessairement non plus... Moi, ce qu'on me dit ou ce que j'ai entendu, c'est que les concessionnaires continuent quand même à faire de l'argent, là. Oui, mais je pense que les ventes ont quand même baissé. Parce que moi, puis toi aussi, on en est certainement témoin d'individus qui ont maintenant un véhicule neuf, mais qui sont allés chercher ailleurs. Moi, je ne te dis pas que c'est la majorité, mais ce que je te dis, c'est que ça... Je change le mien dans un an, j'espère que ça va être réglé, parce que je vais faire des choix éclairés. C'est ça. C'est un peu, puis de plus en plus, là, qu'on le veuille ou non, on le regarde comme ça. Maintenant, il y avait quelqu'un, à un moment donné, des syndicats, il disait « On fait maintenant partie du paysage et les gens d'ici ne nous voient plus. » Mais c'est vrai. Et ça, c'est un phénomène aussi là, qui entre en ligne de compte. Plus ça s'éternise, c'est normal d'avoir une petite cabane sur le trottoir. Ça, après ça, c'est des gens qui ne travaillent pas, donc qui ne participent pas à l'activité économique. Je veux dire, c'est négatif pour tout le monde. Puis quand, je veux dire, juste de la bonne foi puis vouloir s'entendre. Mais... C'est ça. OK. Hey, je ne sais pas si tu as vu ça, page Facebook sur l'administration de Saint-Félicien. Ouais, j'ai vu tu n'as ça. pas vu ça? C'est des citoyens qui ont créé une page Facebook en disant on remet en question des décisions qui sont prises par l'administration municipale. On trouve que ça manque de transparence. On veut être consulté. On dirait. T'en penses quoi de ces mouvements-là, en fait? Parce que au-delà d'attaquer l'administration de Saint-Félicien, moi, je veux qu'on réfléchisse plus sur ce genre de mouvement-là, parce qu'on voit ça de plus en plus, là, que ce soit le support à Régis, le garagiste qui a baissé le prix du gaz, ou etc. Ces mouvements-là instantanés sur Facebook, est-ce que ça a vraiment une incidence? Est-ce que... oui, ça en a une, on le voit, là, entre autres avec, l'essence, au niveau du prix de l'essence. Ces mouvements-là qui originent avec ces nouveaux moyens de communication-là, ils vont être non seulement à analyser, mais ils vont être à gérer. OK? Pour une municipalité qui se voit interpellée, je te dirais un peu la même affaire avec Gall. On s'en va sur un BAP avec la 11e chute.
sais, quand j'ai vu, moi, j'ai regardé, j'en profite là, pour l'aborder. Je ne sais pas si tu as Non, j'avais décidé de ne pas en parler parce que on en pas profite un peu ouais. parce que, tu sais, il y a 6 personnes au Québec, personnes et organismes, qui ont demandé qu'un BAP se tienne sur la 11e chute. Et là, si tu commences à coûter, faire un BAP, je veux dire, je regardais à Géorville quand je suis allé le mardi dernier, c'est épouvantable. Le personnel qui est là, les équipements, là, puis tout, ça coûte de l'argent. Bon, il faut qu'il y ait... Et les raisons pour lesquelles on a invoqué pour demander un BAP, c'est, on n'a pas un de ça pour l'énergie au Québec. L'autre raison, d'autres raisons, c'est, il va mourir une coupe de poissons quand ils vont passer dans la turbine. Je te dis pas que je veux pas porter un jugement nécessairement sur les raisons, mais les raisons qui sont invoquées pour pouvoir faire ce genre de choses-là, c'est un peu aussi des raisons qui sont invoquées dans le cadre de l'utilisation de cette... Ça devient des tribunes trop faciles, tu trouves, qu'on peut vraiment dénoncer tout et rien, puis ça prend certaines fois des importances indues ou... Oui, et c'est parce que ce qui découle de ça, c'est le mouvement après. Oui. Tu sais, t'as des gardes, veut dire, c'est bien, je te dirais... Oui, c'est correct. Veut dire, notre prix d'essence en bas d'$1 du litre là, dans la région, enfin, bravo, merci. Là, ouais. Oui, ça a des effets, mais tu as eu quand même une utilisation publique quand les médias d'information traditionnels l'ont pris de l'avant puis qui ont porté aussi ce mouvement-là. Sans ça, ça aurait pu rester un petit peu plus à l'interne. Mais tu vois, regarde, la page Facebook sur l'administration et ses physiciens, je veux dire, oui, mais tu te présentes à la séance du conseil, tu vas aussi voir, tu vas voir que la décision se prend rapidement parce que fort probablement que dans les réunions qu'on dit en comité, les débats ont été faits puis on ne les refait pas nécessairement en public. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de les faire en public, en fait, ces débats-là? Est-ce que ça ne réglerait pas ce problème-là? Bien, ça réglerait quoi? Ça amènerait quoi? Parce que qu'est-ce qui est important? Parce c'est la décision. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on va en élection pour élire des gens qui vont décider de ces choses-là à notre place. C'est la décision qui est importante. Et son impact sur le devenir de la collectivité dans laquelle on est. C'est cette décision-là. La façon dont la décision s'est prise, quels ont été les intervenants qui ont fait en sorte qu'on a un argument plus grand que l'autre pour pouvoir l'amener. Oui, ça donne. Mais souvent de fois, ce débat-là a été mené. Il se mène, pas juste par Facebook, il se mène aussi par... On sait que tel qu'on convoque la presse ou on convoque... l'information pour pouvoir être en mesure de faire valoir son opinion. Parce que la réalité, en fait, comme je dis, on va en élection, il y a des gens qui vont être élus, puis des fois, ce n'est pas les gens qui sont d'accord avec nous, mais la démocratie a parlé. Est-ce qu'on ne devrait pas les laisser faire? En même temps, je veux dire, à un moment donné... Oui, je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas nécessairement les laisser faire. Il faut qu'il y ait... Tu vois, regarde, je prenais ce matin dans c'est une députée indépendante au fédéral qui a qui n'a pas siégé. Qui n'a pas siégé. Elle veut dire, elle a reçu 130 000 par année pour ne pas siéger, pour ne pas aller voter. Ah, mais pourquoi tu es là un député? Pour qu'il aille voter. C'est ça. OK? Puis il va voter en ton nom, mais qu'il aille voter. OK? C'est la même. Et pour ça, je te dis, il faut que, oui, tu aies une vigilance sur le travail que tes représentants font. Maintenant, il faut aussi que cette vigilance-là, tu sais, elle se fasse avant aussi que les décisions se prennent. Et ça, là-dessus, oui, cette communication-là, c'est pas nécessairement, je pense, parce que sur Facebook, il se dit un paquet d'affaires aussi. Hein? Oh oui! Et puis, c'est pas nécessairement toujours, entre guillemets, il y a beaucoup de perceptions
et pas nécessairement une élaboration de Non, faits. mais en même temps, ça permet de véhiculer de l'information des fois pertinente aussi à des gens qui ne l'auraient peut-être pas eu. En tout cas. Actualité nationale, on change un peu de territoire. Projet de loi sur la neutralité de l'État. On sait que le PQ est revenu à la charge, Bernard Drinville, avec son projet sur la laïcité. La CAQ presse le gouvernement de prendre position. Le Parti libéral a l'air plutôt frileux à ce niveau-là. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent proposer. On ne sait pas. Est-ce qu'on va régler ce problème-là? Et est-ce que c'est réellement un problème et un débat pertinent? Ben, la question de la neutralité de l'État, dans tout le contexte des débats internationaux et planétaires, je dirais, concernant la religion et les orientations, je pense que ça demeure un fait qu'un État se doit d'être neutre dans les questions à caractère religieuse. Maintenant, il faut faire attention. Aussi, quand on a eu dit ça, c'est que oui, je suis neutre au niveau de tout l'aspect des religions, mais la neutralité implique aussi que ce n'est pas ma religion à moi qui se doit d'être celle qui est, entre guillemets, gagnante dans cette question de la neutralité de l'État. Alors, c'est pour ça, je pense, le débat doit se faire parce que tu ne peux pas prendre une décision étatique qui relève exclusivement d'une idéologie qui est propre. Je te ramènerai avec le communisme. On l'a tous étudié, on sait c'est quoi, là, le communisme. Au nom d'une pratique, on a amené une idéologie qui a été reliée à la pratique du communisme, et c'est cette idéologie-là qui a pris le dessus. Oui, on l'a forcé, en fait. Exactement. Alors, tu comprends? Pour ça, je pense, le débat demeure ouvert, mais de là, elle dire que nous sommes en mesure de pouvoir en arriver. Moi, je pense plus que c'est dans l'application concrète de décisions, qui sont prises par l'État, qui se doivent de respecter le plus possible une forme de neutralité et de respect des croyances des gens, et je dis bien respect des croyances des gens, que d'en arriver automatiquement à dire, voilà, la neutralité se définit maintenant comme ceci. Et ça, il faut faire attention, je pense, là-dessus, parce que nous serons toujours impliqués et on aura toujours notre idée de ce que nous sommes par rapport à nos propres croyances. Il n'y a comme pas de vérité non plus dans ce débat-là. Exact. Et c'est pour ça qu'il faut faire complexe. attention sur ça. Tu sais, veut dire, le fait de dire la neutralité de l'État, c'est de faire en sorte que si tu portes un djihad, tu ne peux pas être policière. Je ne sais pas. Tu comprends? Je veux dire, je veux bien croire que tu as un signe qui t'identifie, mais le casque de police, c'est aussi une façon de t'identifier. Tu sais, la casquette de police, c'est aussi... pour ça, je dis, il faut faire attention sur ces éléments-là. Et je reprendrai peut-être juste quelques petits mots, parce que je sais que tu en as discuté en mars, sur ce qui s'est fait à Charlie Hebdo. Et la liberté de presse, ça s'inscrit un peu là-dessus. Il y a, oui, dans des sociétés, des gens qui ont des croyances. Et je ne veux pas dire que ces croyances-là sont bonnes ou pas bonnes. Il y a des gens qui ont des croyances. Et chez les islamiques, il y a, oui, des croyances qui font en sorte que tu ne peux pas illustrer l'image du prophète. Mais c'est pour les croyants, ce ne sont pas pour les autres. Oui, mais tu comprends? Je veux dire, si moi, j'utilise, parce que je ne suis pas de cette croyance-là, l'humour pour pouvoir être en mesure de ridiculiser cette chose-là, ce que je viens de faire et d'attaquer, c'est la croyance de quelqu'un. Et je le fais, moi, au nom de la liberté d'expression, mais il faut que je m'attende que si j'attaque la croyance de quelqu'un, et là, je ne veux pas dire si elle est bien basée ou pas, si je l'attaque, je vais avoir une réponse qui, malheureusement, ne sera pas logique, mais qui va être teintée de sentiments, donc de guerre, donc d'atrocité. Je ne peux pas faire autrement que de m'attendre à ça.
Et c'est dommage que tous les événements qui se sont passés, je ne veux pas les excuser, mais ils relèvent un peu de cette question-là. C'est qu'au nom d'une neutralité, d'une façon de penser, on en arrive à dire que oui, bon, tout peut être critiquable. Je pense qu'il faut faire attention à la question des croyances, et ça, c'est une marque de respect aussi à l'endroit des gens. Parce que la laïcité devient une idéologie, puis à un moment donné, on impose le fait que personne ne peut avoir de croyance. Il ne faut pas que ça aille jusque-là non plus. C'est ça, je veux dire, elle est où la barrière? Je ne le sais pas. C'est comme la liberté d'expression, elle est où la limite? Exact. Moi, ça me fait rire les gens qui font, là, on a le droit de tout dire, mais en même temps, c'est les mêmes gens qui étaient pour qu'on fasse fermer la gueule à Jeff Fillion à la radio. Exact. À un moment donné, elle est où cette limite-là? C'est une question que je n'ai pas la réponse, là. Puis j'interroge beaucoup de gens là-dessus, puis j'ai des réponses totalement différentes. Je trouve ça assez fascinant. Je pense que ça fait partie du débat social perpétuel. Tu comprends? Et c'est souvent de fois, au cas le cas, que l'on peut réussir à trouver. Et je maintiens aussi que c'est par une bonne information et une information basée sur des faits vérifiables que tu peux être en mesure de démontrer que la croyance, elle peut être changée parce que tu arrives avec un phénomène. Tu sais, il n'y a plus beaucoup de personnes qui pensent que la création du monde, dans le monde occidental, j'entends, c'est faite avec la baguette magique d'un Dieu. Les créationnistes sont encore pas mal présents aux États-Unis, dans le Canada anglais. Regarde, généralement, dans la société occidentale, on va beaucoup plus tenter à aller vers l'évolutionnisme que le créationnisme. On va aller davantage sur, c'est quoi le Big Bang? Là, on restera toujours en discussion là-dessus, mais il est arrivé quelque chose à un moment donné, et c'est là que les croyances partent toutes. Puis moi, j'ai une question pour toi. Tu es journaliste dans la vie. Là, on attaque des journalistes, si tu veux. On attaque la liberté d'expression. Et là, tu vois des millions de personnes à travers le monde se rassembler pour dire la liberté d'expression. Mais pourquoi on ne fait rien au Mexique où il y a le plus de journalistes qui sont tués à chaque année par les mafieux? Le pouvoir. Pourquoi on ne fait rien contre ce qui se passe en Russie où c'est le gouvernement qui fait fermer en fait certains journalistes? Exact. Et sur toutes les dictatures où on impose, en fait, une manière de dire où les journalistes n'ont pas aucune liberté d'expression. Et pourquoi, là, on ne fait rien? Deux poids, deux mesures? Oui. Et je pense qu'on se complaît. J'aurais tendance à te répondre aussi avec la notion des croyances. Ce sur quoi on attaque actuellement avec ce qui s'est parlé à Charlie Hebdo et qu'on amène des gens, c'est que c'est à partir d'individus qui ont fait des actions au nom de certaines croyances. En Russie, quand je décide de décapiter quelqu'un, c'est pas nécessairement au nom d'une certaine croyance, c'est au nom d'un élément politique de la neutralité de l'État qui entre en ligne de compte. Ah, ça se justifie pas. Mais ça s'explique. Mais ça s'explique peut-être. Et c'est pour ça que je dis, on en est, tu sais, je veux dire, les actions que nous posons, quand il s'agit de croyances et en société, vont toujours à l'extrême. Et on répond à une position extrémiste de croyance par une réponse extrémiste, nous aussi. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Non, puis c'est triste parce qu'on fait beaucoup d'amalgame quand, pour la majorité des musulmans, ceux qui ont fait ces attentats-là ne sont pas musulmans, mais pour ceux qui ont fait ces attentats-là, ils se revendiquent de l'islam. Je veux dire, c'est comme dire que... en tout cas, je fais souvent la référence comme dire que le Ku Klux Klan, c'est l'exemple du catholicisme. Là. Exact. OK. Pour ça, en tout cas, moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Mission en Irak, on est un peu contre l'État islamique. Là, on avait dit à l'automne dernier où on est là pour leur montrer, enseigner, faire des enseignements, mais on n'offre pas de support ou d'accompagnement sur le terrain. Là, on s'aperçoit que c'est faux. On fait des échanges de tirs. Oui, en fait, quand on dit que je pense que là-dessus, la déclaration ministérielle demeure vraie. On a envoyé des gens pour faire. Sauf qu'à un moment donné,
Non, sauf que Si tu te fais si tu attaquer- écoutes les déclarations du premier ministre Stephen Harper à l'automne passé, il nous dit qu'il n'y aura pas d'accompagnement sur le terrain. Aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que oui, il y a un accompagnement sur le terrain, Oui, donc oui. risque d'échange OK. de coups de feu. OK, oui, bon, ben là-dessus, c'est ça, parce que je veux dire, pourquoi est-ce que c'est qu'on a des échanges de coups de feu? C'est qu'effectivement, l'individu est sur le terrain. Je dirais que oui, je pense que là, placé dans le contexte tel que tu viens de l'exprimer là, oui, on n'est plus trop dans la même mission, puis ce n'est pas... Est-ce qu'on a menti aux citoyens? Ouais. Ou en même temps, je veux dire, quand on part accompagner des gens là-bas, je veux dire, moi, je me doute bien que ça va finir en mission de Ben là, combat, puis il va falloir m'amener ou qu'il y ait des encore, soldats au surtout sol. quand tu dis « j'accompagne », Ouais. tu sais, je veux dire, c'est comme moi, je veux dire, si je viens pour utiliser, à cette heure, on a un paquet d'outils là, pour mettre en ligne des textes. Bon, si je suis moindrement... j'ai besoin d'un encadrement à un moment donné pour me dire, Ouais. écoute, c'est tel piton. Là, Parce que moi, je suis pas surpris, déçu, pas surpris, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rattrapage politique qui se fait en ce moment. Oui, par rapport à cet élément-là, est-ce que ça repose la question, est-ce qu'on se devait d'y aller? Regarde là, toutes les actions aussi, les ripostes, en fait, que l'État islamique a fait. Là, regarde, nous, Puis pourquoi? nous aussi, on en a eu des attentats, là, tu sais, ce qui s'est passé à Ottawa, ce qui s'est passé à Ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais moi, ma question, c'est pourquoi là, on décide d'accompagner contre l'État islamique, mais qu'on ne fait rien au Nigeria, qu'on ne fait rien en République centrafricaine, où il y a des atrocités encore pires qui se passent depuis plusieurs années. Exact. Est-ce qu'il y a toujours une notion géopolitique d'intérêts, en fait, régionaux, stratégiques, des ressources? La question se pose. Moi, je suis pas capable d'y répondre. Je sais, moi, ce que tu dis là. je déteste ça quand on me fait des beaux principes. On va pour sauvegarder la paix, la liberté. Je dis, pourquoi tu le fais là et tu le fais pas ailleurs? Selon moi, il y a d'autres raisons. C'est ça. Faut probablement qu'il doit avoir des raisons de caractère économique et budgétaire. Ça serait surprenant. Mais, il reste qu'effectivement, je pense que la question demeure entière sur cette chose-là. Et entre autres, bon, la mission en Irak... veut dire, en fait, on en est sorti pour mieux rentrer ou quoi? Ouais. Il J'ai y a hâte de ça voir. aussi, là. Ouais. Il y a ça aussi. Dépôt du budget fédéral qui est reporté. On parle, je pense que le cours du pétrole a eu une incidence. Je pense que Fort probablement une incidence. le premier ministre pensait qu'elle allait dégager des surplus. Il a déjà fait plein de promesses, là, fractionnement du revenu, etc., qui vont coûter des milliards de dollars à l'État. Là, on risque-tu de ne pas arriver, d'être obligé de plonger dans nos surplus? Qu'est-ce qui va arriver pour déposer un budget? Est-ce que tu crois qu'on va déposer un budget équilibré? Bon, et peut-être pas nécessairement équilibré, quoique on est en année électorale. Et comme il en avait fait la promesse, fort probablement, on peut faire... Il y a une question qui disait on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres. Hein? Or, on peut aussi s'organiser pour qu'il arrive égal ces chiffres. Surtout qu'on va déposer le budget et on va s'en aller en élection, fait qu'on ne saura pas, en fait, si c'est la réalité. Si ça peut, effectivement. Là, ce que je pense, c'est que de reporter le budget en raison d'une situation. Je disais ce matin qu'on pense que le prix il y a une hypothèse qui est à l'effet que le prix du baril de pétrole pourrait se situer à 48 $ pour les 5 prochaines années. Là, ça veut dire que si ça est vrai, ça veut dire qu'on va attendre 5 ans avant de se déposer un budget, là, parce que ça ne paraît plus. Puis moi, ce que j'ai lu sur l'OPEP, puisque l'Arabie saoudite, eux, sont prêts à le maintenir longtemps parce qu'ils ont des visées justement géopolitiques et économiques en arrière de ça. Ils comprennent, ils savent pourquoi ils font ça. Là. C'est pour un peu détruire le nouveau pétrole émergent qui arrive. C'est ça. Et les nouvelles façons d'aller se chercher. Or, on comprend très bien que le fait de reporter ce budget-là, ce que ça peut nous... Maintenant, là, il s'agit de savoir combien de temps. Indéfiniment, ils ne peuvent pas. Je pense qu'ils vont déposer un budget un peu fantôme puis ils vont tomber en élection tout de suite après. Oui, ou encore ça peut peut-être se passer là aussi. Ça peut peut-être arriver parce qu'il faut que tu aies quand même des impératifs légaux qui entrent en ligne de compte. Là. C'est bien beau dire que tu reportes ton budget, mais tu ne peux pas le reporter indéfiniment. Non, puis les conservateurs sont très forts pour jouer avec Oui. Jouer avec la structure. Mais effectivement, je pense qu'on se rend compte qu'on est dépendant. Même
collectivement, là, quand vient le temps de se faire, on est quand même très dépendant de l'actualité et de l'activité économique mondiale lorsque vient là. Quand tu dis que le cours du pétrole fait en sorte que ton budget est obligé d'attendre pour voir un peu ce qui va se passer avant de faire. Ça, c'est toute une collectivité. Mais c'est je veux dire, la mondialisation, c'est ça que ça a créé. On l'a vu que la crise ukrainienne, pourquoi l'Europe avait de la misère à s'investir, c'est qu'ils sont tellement dépendants économiquement de la Russie qu'à un moment donné, il faut qu'ils pensent aussi à ça. Fait que c'est... OK. Hey, je passerai de ça à mon dernier point parce qu'on en a parlé, les élections qui s'en viennent. Tu sais que Jean-Pierre Blackburn, ce matin, a dit « Non, je ne me présenterai pas pour le Parti conservateur. Est-ce qu'on va s'en aller? Là, on est dans une année électorale, on sent déjà les débats, les promesses, comment ça s'en vient. Si Jean-Pierre Blackburn ne se présente pas, qui se présente? Au niveau de la région pour les conservateurs, il y a certainement M. Lebel qui va être ça, sur les rangs, certain. Qui va affronter les syndicats, d'ailleurs. Sur les rangs. Oui, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Je pense que là-dessus, la FTQ est allée rapidement. Tu comprends? Je veux dire... effectivement, la FTQ, tout comme la CSN dans le temps, avait ses visées et ses propensions à entrer dans un débat politique qui est nécessaire. Maintenant, tu comprends que faire remener la bataille actuellement, l'assurance chômage coupée puis ces choses-là, ce sur quoi ils veulent, entre autres, le faire partir, ça repose aussi dans les mains d'un parti politique de le faire. C'est ça. Et si ils ont mis le pied dans la porte. C'est ça. Si on n'a pas le parti politique, si on n'a pas de parti politique qui veut faire ce débat-là, ça veut dire c'est quoi ce qui se passe? Tu sais, le NPD, théoriquement, se devait d'être ce parti-là qui a toujours été, depuis son histoire, à tout le moins, le Parti des travailleurs. D'ailleurs, qui a été longtemps supporté par la FTQ et les syndicats canadiens pour pouvoir être en mesure d'assurer son financement. Moi, je pense qu'il faut faire attention à la question de la FTQ qui veut entrer dans le débat. Et ce n'est pas, je pense qu'il faut faire attention aussi, ce n'est pas nécessairement en s'attaquant à un individu, entre autres ici, le député ministre, qu'à l'idéologie et surtout à la politique qui est menée par ces individus-là. Je ne pense pas que ce soit juste en mettant dehors un candidat et on ne peut pas non plus éliminer concrètement toute cette façon de penser qui est représentée par les conservateurs. Tu ne peux pas non plus... Puis qu'est-ce qui va arriver, mettons, là, parce que là, on a M. Lebel qui va fort probablement être le porte-banque. Mais ça dépend de qui va affronter, parce que là, on n'a aucune idée des candidats qui pourraient affronter. Oui, semblerait-il, nous, ce matin, on sort que possiblement l'ancien candidat NPD va être sur les rangs. Le Parti libéral aussi? On parle du Parti libéral, parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, nous, on est avec Alma c'est pour les prochaines élections. On parle d'un retour possible de Pierre Gimel pour notre comté, avec Pierre Gimel, qui a été député au fédéral libéral pendant plusieurs années. On parle d'un retour éventuel de ce qui serait peut-être entre guillemets, une candidature vedette dans la région. Là-dessus, Bouchard, moi je pense que ce qu'il faut regarder, c'est qu'on assiste véritablement à la mort du Bloc québécois? Du Bloc québécois. J'en parlais même pas. C'est ça. Mais bon. Est-ce que, moi là, j'amène quelque chose. On sait que le Parti conservateur courtisait Jean Tremblay à Saguenay. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible? Bien, moi, je pense que Jean Tremblay... en tout cas, non, j'ai peur d'aller dans l'opinion personnelle au lieu d'aller juste dans l'analyse. Hein. Mais il a fait quand même des gaffes en 2014, Jean, qui fait en sorte... qui fait en sorte... des déclarations malhabiles, des positions, c'est ça. Mais des positions qui, je ne pense pas que les gens de Ville-Saguenay, majoritairement, je t'en parle, ont tous endossé. On se rend compte aussi qu'au niveau de son discours, Jean Tremblay, quand on n'a pas taxé trop le citoyen, puis faire attention à la facture, on se rend compte que ça a fait en sorte que, le déneigement
à Ville-Saguenay, tu n'en fais plus comme tu en faisais. Tu as des services à Ville-Saguenay qui ne sont plus ce qu'ils étaient. Oui, l'évaluation aussi Exact. Alors, tu comprends que je ne pense pas. Il peut peut-être être encore sollicité par les conservateurs, mais de là de dire que ça peut être un candidat vedette qui peut faire changer des choses dans la région, je ne le pense pas. D'accord. Hey, je passe à l'international parce que le goût, on en parle. Aujourd'hui, 27 janvier, on fête, on ne peut pas fêter, mais c'est le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau qui est en Pologne maintenant, durant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je veux en parler parce que je disais, il y a beaucoup de reportages cette semaine, des articles, puis je voyais même qu'on comparait maintenant Auschwitz-Birkenau à Disneyland, en fait. Moi, je suis allé 3 fois. J'ai eu ce privilège-là parce que j'étais en Pologne souvent, d'aller à Auschwitz-Birkenau. Et puis, j'ai fait d'autres camps de concentration, là, Dachau en Allemagne, Mauthausen en Autriche. Mais c'est particulier. Et moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe si maintenant il y a un magasin puis qu'on fait la promotion, le souci de l'histoire et de se rappeler de ce qui s'est passé, il est important au-delà de comment on va le faire. Je ne suis pas d'accord avec tous les choix, mais je peux vous dire que c'est ça. C'est une aventure humaine et historique qu'il ne faut pas oublier. Comme on va fêter le 100e anniversaire du génocide arménien. Moi, j'étais en Arménie l'été passé. C'est marquant, il ne faut pas oublier ça. Puis des fois, on dénature ces affaires-là avec le temps. Puis je trouve ça important, moi, qu'on continue à en parler, puis qu'on continue à y aller, puis qu'on ne ferme pas ça au nom que c'est rendu mercantile ou peu importe. Parce qu'il faut savoir que c'est gratuit aller visiter ça. C'est important et il y a des gens qui sont là pour expliquer et tu sors de là, c'est plus gratuit, ce qu'on disait hier soir. Là. Hein? Ce qu'on disait hier soir, là, c'est plus gratuit. Ça coûte 10 $ pour les Polonais et 15 $ pour un touriste étranger. Oui, je savais pas. C'est encore gratuit il y a 2 ans, en tout cas. Là, OK, oui, c'est ça. Parce que, en fait, je prenais un reportage là-dessus qui disait ça. Mais ce que je vais en souligner, effectivement, je pense qu'il faut que le plus grand nombre de personnes puissent voir, se remémorer ce qui s'est passé dans ces camps. Je reviens, il ne faut pas oublier que ça s'est fait aussi au nom de certaines croyances. J'ai de l'air de répéter mon dada, là, tout dans cette émission-là. Mais peu importe que ce soit là ou justement le génocide arménien. Tu comprends? Ça naît des gestes basés sur des croyances à l'effet que le racisme, ne doit pas exister. C'est la croyance, c'est que le racisme est quelque chose de bien. C'est là qu'il faut aller voir jusqu'où peut nous mener des actions qui sont effectivement non pas rationnelles, mais basées sur des sentiments puis des réactions qui sont émotionnelles plus qu'autre chose. C'est à ça que ça nous conduit. Ça ne nous conduit pas à des actions qui sont de bien vivre en société. Ça nous conduit à des excès. Et ce qui se passe, c'est se rappeler, voir, et toute la souffrance. On a tous des images là, de films qui ont été faits. Brouillard d'Alain Renan, qui est mort cette année. Qui ont été faits là-dessus. Et ces images-là, il faut que l'on soit capable de s'en imprégner pour être capable aussi de se dire, écoute, la réaction à des gestes se doit d'être fait à une échelle humaine et non pas à une échelle... Parce que c'est plus l'humanité, ça. Mais non, puis moi, ce que je trouve triste, c'est de regarder ça, puis après ça, de regarder, tu sais, que tu es dans le ghetto de Cracovie ou de Varsovie, puis après ça, tu vas regarder ce qui se passe à la bande de Gaza, puis tu fais... et voilà. OK, l'histoire se répète. Oui. Et est-ce que le seul... Peut-être que le seul devoir de mémoire n'est pas suffisant. Non. Il y avait quelqu'un qui disait dans un reportage hier soir sur cette... C'est peut-être intéressant qu'on s'en serve pour faire de l'éducation populaire aussi, une visite à... Et je serais de cet avis-là.
C'est oui, bien beau aller c'est voir ça. un musée, mais il y a autre Oui, chose. puis c'est pour ça que, parce que là, après ça, on se disait plus jamais, mais il y a eu le Rwanda, il y a eu la Yougoslavie, en ce moment, il y a la République centrafricaine, le Nigeria, l'État islamique, je veux dire, puis là, j'en passe et j'en passe. Exact. On a des génocides encore et on a encore des actions comme ça qui sont menées. Puis chacun inspire l'autre, hein, parce que même moi, quand j'étais en Arménie, puis on regardait les sites du génocide arménien, et il faut savoir que les nazis se sont rendus sur ces sites-là pour regarder comment ça avait été fait. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui se passe en Syrie. En tout cas, l'épuration ethnique, c'est vraiment dégueulasse et il faut... En tout cas, moi, j'ai un message de tolérance. Là, je trouve qu'on apprend tellement à connaître les autres plutôt que... Exact. C'est pour ça que, cette commémoration-là qui s'est faite, mais il faut continuer de pouvoir aller voir quand on a la chance. Merci, Jules. C'est déjà terminé. On n'aura pas le temps de passer à travers tous nos sujets, mais ça arrive à toutes les semaines. On aura rarement le temps de passer à travers tous les sujets parce qu'on jase et puis on trouve ça fantastique. Ma question avant de terminer, merci, Jules, d'avoir été là. Pas de problème. On se revoit bientôt. La question que je vous lance, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, des sujets dont on a parlé, vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez venir en studio discuter avec nous, envoyez-nous vos commentaires, tvldm9@videotron.ca. Puis allez sur notre page Facebook, facebook.com/tvldm9. Allez aimer notre page et là, après ça, vous allez avoir tous nos reportages, nos émissions, toute l'information sur ce qu'on fait. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Qu'en pensez-vous? Merci. Au revoir. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.